En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous, en plein cœur de Pranzac, à 2 pas de La Rochefoucauld, pour situer, avec monsieur Jean-Luc Abélard, qui est le président de l'association Les Secrets de Pranzac. Nous avons déjà réalisé des émissions, on suit tout ce qu'ils font ici aux Secrets de Pranzac, mais Jean-Luc va nous dire ce que c'est que les Secrets de Pranzac, quand est-ce que c'est né, qu'est-ce qu'on y fait et qu'est-ce qu'on peut voir lorsqu'on se promène et qu'on s'arrête à Pranzac. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, merci à vous donc de votre présence. Alors, les Secrets de Pranzac, c'est une association créée maintenant il y a 28 ans, dont je suis le président, avec trois objectifs principaux. La recherche de l'histoire locale, sa mise en valeur et la promotion donc, de l'artisanat d'art. Donc, nous avons actuellement 92 membres. On a commencé à 14, on a plafonné pendant longtemps à 30-40. Et depuis l'ouverture du chantier, voilà, il y a beaucoup plus de personnes qui s'intéressent à notre association. Alors, on ne peut pas vous rater quand on cherche l'église en plein cœur de bourg. Eh bien, vous êtes sur le chemin qui y mène, dans la Maison du Patrimoine, magnifiquement restaurée, poutres apparentes, joli plancher, mur avec une sorte de torchis avec de la paille, etc. Et puis, on va déambuler un peu, voir la maquette de l'endroit que vous êtes en train de travailler en ce moment, qui s'appelle la Tour de Jourdain, je crois. Et c'est pour ça aussi que nous sommes là. Mais d'abord, nous dire où nous nous trouvons. Nous sommes dans cette pièce d'accueil. Oui, alors cette maison du patrimoine a comme objectif d'accueillir des Charentais, des Pranzacais, des touristes pour pouvoir découvrir le patrimoine de Pranzac. Vous avez là, par exemple, quelques panneaux sur le patrimoine médiéval, ensuite le patrimoine Renaissance. Et nous avons la chance d'avoir des textes très anciens depuis 1170 jusqu'à la Révolution. On a plus de 3000 documents, donc on a un patrimoine important et son histoire. Et derrière vous, donc si on se déplace, vous avez un panneau qui présente donc sur la thématique sauvegarde de la Tour Jourdain. Cette photo, donc, c'est une photo qui a été prise il y a maintenant 5 ans, où on voit des murs écroulés, des amoncellements de pierres, des trouées, des fenêtres complètement détruites. Et dans quelques instants, nous serons sur place et je pourrai vous montrer tout ce qui a été fait depuis ces 5 dernières années. Alors avant que je n'oublie, puisqu'on en est là dans l'émission, au tout début, comment fait-on pour vous voir? Quand est-ce que c'est ouvert? On peut bien sûr se renseigner sur le site par Internet de l'association, mais c'est juste pour donner quelques éléments pratiques. Alors, nous avons des animations tout au long de l'année. Rapidement, on commence par une participation au Week-end des Moulins. Ensuite, on a un troc-plan au Jardin médiéval. On a une participation au Week-end du patrimoine de pays, on en reparlera. L'été, nous organisons des nocturnes, donc des petits sons et lumières. Aussi un week-end de promotion de l'artisanat d'art avec des animations médiévales. En septembre, on participe aux Enfants du patrimoine et on termine en novembre par les artisans, un marché de Noël avec les artisans et on draine entre 4000 et 4500 personnes par an qui viennent sur site. Bien, les heures d'ouverture de cette maison du patrimoine? Alors, il faudra regarder sur le site internet, les heures d'ouverture n'ont pas encore été fixées pour cet été. Bien. Alors, vous venez de parler des moulins. Et avant que nous allions voir cette fameuse tour Jourdain, j'aimerais qu'on commence par le bas, par la pièce du bas, par les fondements, par d'abord les rivières qui nous entourent et les moulins, parce que sans rivière chez nous, ce n'est pas des moulins à vent, c'est des moulins à eau. Nous expliquer un petit peu tout ça, faire une visite rapide de ces deux salles, puis nous montrons voir la maquette avant d'aller sur place. Je vous propose de me suivre. Alors voilà, nous venons de descendre... Jean-Luc, l'escalier de Meunier, puisque nous nous trouvons dans la salle avec une grande maquette montrant tous ces moulins qui sont quoi? Sur la Tardoire, le Bandia? Alors nous sommes sur le Bandia. Ce qui nous a incité d'organiser une salle pour présenter les moulins, c'est que sur la commune, nous en avons 2. Et aux archives départementales, on a trouvé des textes depuis 1662. Donc là, vous avez une maquette qui synthétise les 17 km du tronçon charentais du Bandia avec les 18 moulins. Et nous avons trouvé donc dans la désignation de ces moulins, des moulins blancs, des moulins bruns, des moulins à foulons, des moulins noirs, des moulins forges et des moulins scieries. Et les visiteurs sont toujours très intéressés de découvrir toutes ces activités-là.
Alors, combien de moulins ont été restaurés dans ceux qui sont devant nous, là, dans ces 18 moulins? Aujourd'hui, pour le week-end des moulins, il n'y en a que 5 qui sont ouverts et qui ont encore presque tout leur équipement. Alors, ça fait partie d'une économie. La tour que nous allons aller visiter fait partie de cette économie. On va monter voir la maquette tout à l'heure avant d'aller sur les lieux. Comment cette économie, vous parliez de moulin blanc, moulin brun, etc. tout à l'heure, comment cette économie s'organise-t-elle? Alors, on aimerait bien, donc ces moulins sur Pranzac sont en restauration. On pense que dans un an ou deux, de la farine y sera fabriquée. Et c'est cette farine que nous utiliserons au four du château pour fabriquer du pain. Aujourd'hui, on en fabrique déjà, mais avec de la farine fabriquée donc, dans un autre moulin sur une autre vallée. Bien. Quand je disais économie, ça veut dire que c'est tout un ensemble. Il n'y a pas le château d'un côté, les moulins de l'autre. Tout ça fonctionne ensemble. Et la partie restauration que nous allons aller voir fait partie de cette économie globale. On le verra autour de la maquette où on situe le château, la haute cour, la basse cour avec tous les équipements d'activité, notamment donc, le four à pain. Voilà. Et le moulin, qui s'appelle aujourd'hui moulin du château, était à l'intérieur justement de l'enceinte fortifiée du château. C'était un tout. François Cailleul, le boulanger, nous attend là-bas, mais juste avant, nous allons grimper à un étage pour voir cette maquette d'où nous allons aller ensuite. Voilà, donc nous montons. Alors voilà, on vient de gravir cette salle haute, hein, on est sous la charpente, il y a de très beaux panneaux explicatifs en couleur, faciles à lire, qui nous expliquent tout de la châtellenie de Pranzac, le château de Pranzac, etc., etc. Mais on va faire un focus, oui, comme on dit aujourd'hui, sur cette maquette qui est à côté de nous. Et Jean-Luc, vous allez nous l'animer et surtout nous la commenter. Voilà, donc c'est une maquette réalisée par nos soins, où on peut voir la partie donc, qui correspondait à l'ancien bourg de la commune, accolée au mur de Courtine. Là, vous avez donc l'enceinte de la basse cour, une tour pour surveiller, la partie donc du château où nous allons aller tout à l'heure, la haute cour et l'église telle qu'elle était donc à la partie romane. On traverse le village, on arrive devant une sorte de pont-levis qui enjambe la rivière et on arrive sur l'église. Et à côté de l'église, après, il y a le château avec une tour carrée, des tours rondes. Et bien sûr, autour de ce château, il y a une partie sans doute un peu active où on voit le moulin, le four à pain. Tout ça est entouré de murs. Et je crois que vous allez nous changer un peu les maquettes parce que l'église que vous m'avez mis devant les yeux est celle de quel siècle, Jean-Luc? Romane, avant 1520. Et en 1520, Catherine Clermont-Dampierre l'a fait agrandir, ainsi que le château lui-même n'étant pas assez grand pour stocker donc, les céréales et les récoltes. Ils ont construit donc ce qu'on appelle un logis Renaissance, qui comprend à peu près 800 mètres carrés de surface de plancher et qui est encore debout entièrement. Oui, et qui change effectivement la configuration des choses. Alors maintenant, nous allons aller dans quelle tour du château? Celle qui est... Nous allons contourner l'église, nous allons passer devant cette tour et on fera surtout le périmètre de cette tour, la basse-cour, avec tous les travaux qui ont été réalisés, la maison du four à pain, le four à pain lui-même et un atelier qu'on vient de réaliser lors du week-end du 8 mai. Alors, cette tour et ces travaux, vous les avez commencés quand? Ça fait 28 ans qu'il y a les Secrets de Pranzac, cette association que vous présidez. Quand est-ce que vous avez commencé le travail sur cette tour proprement dite? Nous avons commencé il y a 5 ans, date à laquelle la commune a acheté donc, le terrain à un privé. Et alors, vous pensez, j'allais dire, comme à Guédelon, finir quand? Un certain temps, comme disait Fernand Reynaud. Voilà, c'est ma réponse. Très bien. Eh bien, écoutez, on va y aller. Alors Jean-Luc, vous avez voulu qu'on fasse une halte ici parce que nous avons un point de vue remarquable sur le logis et puis sur ce jardin médiéval à côté de l'église. Voilà, les personnes qui viennent en visite libre peuvent s'arrêter ici et découvrir ce jardin médiéval que l'on a reconstruit avec 4 carrés, les plantes médicinales. Il y a des panneaux d'exposition et puis derrière le logis donc de 1520. Voilà, là nous sommes dans l'ancienne haute cour et nous allons rentrer dans le château et dans la basse cour. Alors la haute cour, c'était quoi? Avant d'entrer, tout le monde avait accès? Non, c'était destination uniquement au châtelain et puis sa cour, c'est tout.
D'accord. Et bien alors maintenant, nous allons avancer un petit peu plus loin pour arriver jusqu'à cette fameuse tour qui est en restauration. Alors nous venons de nous arrêter une autre fois sur notre chemin qui n'est pas semé d'embûches mais de belles surprises. Jean-Luc, je suis à côté d'un tas de pierres. Oui, donc, et surtout à côté de, Non mais j'allais y venir. monsieur Olivier Lafort, qui est notre tailleur de pierre professionnel, donc, que l'on fait travailler depuis maintenant 4 ans, depuis qu'on a commencé à restaurer cette tour. On commande des blocs de pierre à la carrière de Possac, et donc il nous les taille, et après il les met en place avec l'aide de bénévoles. Alors, votre travail ici, je vois les petits blocs de pierre. Vous étiez accroupi tout à l'heure sur un bloc. Je vois que vous avez tiré des traits de crayon à papier, comme on dit. Et qu'est-ce qui va se passer? On est juste à côté de cette tour qui est en restauration. Quel est votre travail ici? Bah, le mieux, c'est peut-être d'aller voir. Ah bah, allons voir alors, allons. Ah oui, effectivement, il y a tout un travail de fait. On aura l'éclairage de Jean-Luc aussi. Peut-être d'abord qu'il nous dise, Jean-Luc, où est-ce qu'on se trouve? On est dans cette fameuse tour Jourdain. Voilà, nous sommes au rez-de-chaussée de la tour Jourdain. C'est une tour circulaire à l'extérieur de 8,50 m de diamètre, à 8 pans coupés à l'intérieur. Il y a une salle au rez-de-chaussée qui a pu être une chapelle, parce qu'on a une clé de voûte avec une main bénissante. Et au-dessus, il y avait 3 chambrées avec commodité, c'est-à-dire avec des latrines. Et là, il y avait des anciennes niches qui avaient été réalisées à l'origine, complètement détruites après la Révolution. Et avec M. Lafort, donc on est en train de les restaurer, enfin de les reconstruire. C'est pas de la restauration, voilà. On recompose. Et à l'étage, vous verrez tout à l'heure à l'extérieur, on a aussi refait des fenêtres. Alors, je vois une cheminée et je vois effectivement cet endroit qui est en reconstruction. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'il y avait juste avant que M. Lafort s'y mette? C'est comme ça depuis 1836, parce que sur le cadastre napoléonien, le site était déjà comme ça. L'État avait vendu à un marchand de biens. Le marchand de biens a vendu les pierres donc, à des privés. Et il reste que 10% à peu près des 34 pièces du château. Alors là, je me trouve devant cette meurtrière, en forme de croix d'ailleurs, et qui est entièrement reconstruite par M. Lafort. C'était quoi? Une béance? C'était un trou? C'était un grand trou. Voilà, de 2 mètres de large, 4-5 mètres de haut, et puis de l'autre côté aussi. Alors merci Jean-Luc Abélard pour cette explication. Olivier Lafort, vous, quand on vous confie ça, et quel travail, c'est carrément de la construction, oui, de la reconstruction totale. Comment vous faites? Vous avez des plans et puis après vous taillez? Disons que là, c'est surtout Jean-Luc qui réfléchit avec d'autres gens à comment ça a pu être avant, parce qu'en fait, il reste quelques éléments qui nous permettent de dire, tiens, là, il y avait un chaînage, il y avait des pierres qui partaient dans telle direction. Donc après, c'est une interprétation. Donc ça, c'est surtout le travail de Jean-Luc qui interprète, et après, on décide de finaliser de telle ou telle façon. Donc j'allais dire, vous nettoyez le trou, vous retrouvez toutes ces pierres qui font l'intérieur du mur, qui est quand même assez large, et ensuite vous allez vous incrustez pour mettre des pierres de taille. Disons que moi, je n'interviens pas vraiment dans ce qui est le comblement des baies. Tout ce qui est maçonnerie droite, c'est les gens de l'association qui font ça. Moi, là, en l'occurrence, j'interviens là sur la voûte. Il a fallu tailler une voûte. Donc il y a un travail de taille qui est un peu technique, qui est plus difficile à réaliser pour des bénévoles. Donc moi, j'interviens sur les parties un peu techniques de taille, que vous verrez sur les baies là aussi. Donc moi, personnellement, je suis intervenu sur la taille et sur la pose de la voûte. Mais ce qui fait toute la magie de la décoration finale, qui est plus qu'une décoration, puisque c'est un élément de structure. L'idée, c'est d'essayer de restituer tel que c'était avant, avec une marge d'erreur, parce qu'il y a toujours une part d'interprétation. Vous voyez, là, en fait, tout ce que vous voyez qui est en pierre blanche, c'est des pierres qui ont été reposées récemment. Et tout ce qui est un peu plus grisâtre, c'est ce qui est resté. Donc après, quand il reste ça, quand les pierres sont cassées comme ici... Alors vous, j'allais dire, comment vous appréhendez un chantier comme ça? Enfin, j'allais dire, qu'est-ce que ça vous fait de travailler là? C'est toujours gratifiant de restituer un patrimoine comme ça. Et puis en plus, là, comme c'est une dynamique de bénévoles qui s'attellent à un chantier, parce que là, vous le voyez déjà, c'est nettoyé, c'est un peu reconstruit. Mais quand ils sont partis à la base, c'était, je pense que personne ne pensait même que ça allait pouvoir se réaliser. Donc quelque part,
Moi, je suis aussi salarié pour faire ce que je fais là, mais je donne aussi une part de bénévolat parce que ça fait partie d'un patrimoine qu'on sauve, qu'on restaure, et puis ça contribue à la vie du village, à la beauté du village, à l'histoire du village. Bon, mais merci de votre témoignage et de votre investissement, Olivier Lafort, tailleur de pierre, ici à Pranzac, dans cette tour qui reprend vie aussi grâce à vous et à tous les bénévoles, vous l'avez dit, qui travaillent dessus. Voilà, Jean-Luc. Alors Jean-Luc, vous faites un gros travail de recherche, vous allez voir les archives, vous dites... C'est un relevé de terrain, la tour, j'ai relevé à peu près les dimensions de chaque pierre, et puis après, j'ai une formation en architecture, en histoire de l'art, et ça me permet, comme disait M. Lafort, de recomposer effectivement, retrouver à peu près le site tel qu'il pouvait être. Donc là, on rentre dans l'ancienne basse-cour, et là, à droite, on voit donc la recomposition d'une trouée au niveau extérieur. Au premier étage, les 2 fenêtres qui ont été restaurées il y a maintenant 2 ans. Au deuxième étage, les fenêtres restaurées l'année dernière. Et à l'automne, on va commencer à reconstruire la fenêtre du 3e étage. Alors, quand on était tout à l'heure sur la maquette et aussi devant la photo de présentation dans la Maison du Patrimoine, on voit bien les trous qu'il y avait. Et aujourd'hui, ça prend forme dans l'ensemble et ça redonne son lustre. Et puis, ça veut dire ce pourquoi elle a été construite à cette tour, c'est-à-dire à la fois des meurtrières d'un côté, puis de l'éclairage de l'autre. On est dans cette cour intérieure. Et là, je vois qu'il y a des travaux de charpente. Et puis, je crois, le four à pain sur notre droite, il y a écrit boulangerie. Ça ne s'invente pas, voilà. J'ai rien inventé. Donc là, ce bâtiment était entièrement écroulé. Il restait uniquement les murs, les pierres autour de la porte. Tout a été reconstruit au niveau des murs en chantier d'insertion et tout le reste, c'est des bénévoles. Et le four à l'arrière, on voit la cheminée, a été reconstruit aussi avec 600 briques réfractaires. Là, on travaille beaucoup en économie circulaire en récupérant donc des éléments techniques. Et là, c'est lors du week-end du 8 mai, en chantier avec l'association Arcade. Des jeunes sont venus d'un petit peu toute la France, de Marseille à la Bretagne, et on a remonté avec des poutres de récupération, donc un appentis qui va servir de réserve de bois, et on va créer aussi donc une forge de manière à pouvoir fabriquer nous-mêmes nos clous un petit peu comme à Guédelon. J'allais le dire, vous m'enlevez de la bouche. Voilà, c'est un mini Guédelon, mais quelle énergie il faut, évidemment. Et si on vous suit, je peux le dire sur Facebook ou ailleurs, on voit tout le travail que vous faites jour après jour, mois après mois, année après année. Maintenant, vous vouliez me montrer des outils spécifiques de quelle époque et pourquoi faire. Voilà, je vous parlais d'économie circulaire, mais on essaye de retrouver aussi les techniques et les outils d'antan. Donc une pige avec les unités de mesure d'antan, le pouce, le paume, la palme, l'empan, une doloire, une hache excentrée, un archipendule, l'ancêtre de niveau à bulle, et puis le clou du spectacle, une bise aiguë. Voilà, donc elle fait pas mal, mais c'est pour pouvoir travailler donc des mortaises et des tenons avec c'est un ciseau à bois, si vous voulez, XXL avec des lames très, très importantes. Donc on récupère des outils à gauche et à droite et on les utilise sur le chantier pour fabriquer par exemple des tenons tels que ici. Bon, parfait. Et puis alors, c'est superbement aiguisé. Il faut faire attention de ne pas se couper. Ce sont des lames de rasoir. Dans la boulangerie. Alors, allons dans la boulangerie. Qui nous attend. Alors, hop, je passe une porte basse, mais je suis petit, donc tout va bien. Je vois l'âtre qui rougeoie, enfin le four, exactement. Et puis François Caillol, que nous avons évoqué tout à l'heure et qui est là maintenant à nos côtés. François, alors moi je me trouve devant une cheminée avec un manteau assez haut, puisque je peux passer dessous. Le four, en cul de four évidemment, s'en va dans le mur, où il y a sans doute un abri de l'autre côté. À l'extérieur. Construction à l'extérieur. Alors, bonjour à vous, François. Puis racontez-nous un peu cette histoire. Et puis peut-être vous aussi, cette formation de boulanger. Vous n'êtes pas boulanger d'origine. Du tout. Je ne suis pas boulanger. Alors, pour vous parler du four, il vaudrait mieux que vous demandiez à Jean-Luc pour les explications. Oui, mais tout le monde me dit ça. Alors moi, j'aime aussi avoir la vôtre. Après, voilà, la mienne, c'est que j'ai récupéré un four qui a été reconstruit. J'ai un peu participé au départ, mais en gros, après, ce sont quand même tous les collègues de l'association bénévole qui ont reconstruit ce four. Donc, notamment un certain Daniel Pichon, qui sera ravi que l'on nomme ici.
qui a déjà refait plusieurs fours et qui a participé à celle-là. Et depuis que le four a été remis en place, finalement, on a eu l'inspiration de, plutôt que juste le reconstruire, de le faire vivre tout simplement. Et donc à chaque animation proposée par les Secrets de Pranzac, plusieurs fois dans l'année, on va faire des fournées de pain, de fouet, voilà. On fait vivre le four autant qu'on peut. Et là, vous l'avez allumé pour nous? Exprès pour vous, pour que vous ayez une belle flamme dans le four. Voilà. On a le sens de la mise en scène et merci. C'est ça, hein, c'était un petit peu ça. Il faut faire du cinéma. Alors, on fait un peu de cinéma. Merci à Denis Charbonnier de nous filmer. Vous parliez de ce monsieur Pichon qui a fait cette voûte. C'est un métier très particulier. Parce que j'entendais quand j'étais enfant qu'il fallait faire attention de ne pas se recevoir le four et de mourir étouffé quand on était en train de construire cette voûte de four. C'est ça. Là, spécifiquement pour celui-là, il a fallu faire un dôme de sable. Ériger un dôme de sable donc avant de monter toutes les briques autour pour pouvoir tenir justement la voûte jusqu'à ce que la clé de voûte soit posée. Et une fois que le ciment a eu séché entre les briques, on a fait rentrer quelqu'un dedans qui est allé gratter tout le sable et l'a sorti à la balayette pour enlever et que la voûte tienne bien. Et c'est là qu'il faut faire attention. Donc là, vous l'avez mis en température, c'est-à-dire vous avez mis du bois à chauffer, enfin c'est des flammes à l'intérieur, et ensuite vous retirez tout ça, les pierres réfractaires ont pris la chaleur et on peut enfourner. Tout à fait. Alors ce qui se passe exactement, finalement, vu que là, quand on va lancer une fournée, on va faire un premier feu, la veille, ce qu'on appelle le dérumage, comme l'idée du rhume. Et c'est bien ce qui se passe. Ce premier feu, pas très fort, un peu comme celui-là, va faire évacuer toute l'humidité du four. Et là, au niveau de la porte, on voit tomber des grosses gouttes souvent. Et donc ça, c'est la première partie pour un peu dessécher le four et le réchauffer une première fois. Et le lendemain, après avoir lancé le pétrissage de la pâte, on envoie le feu. Et là, on fait un feu très très conséquent où il y a du bois partout et de la braise partout dans le four. Et à peu près 1 heure avant l'enfournement du pain, on va retirer toutes les braises, nettoyer le four. Il va légèrement redescendre en température. Et on va attendre justement, il faut que le pain pousse. Mais en même temps, il faut qu'on attende que la température du four soit pas trop élevée, plutôt autour de 270 degrés, en gros, à quelque chose près. Et une fois qu'elle a atteint cette température, on enfourne le pain. Et alors, cette température, vous allez pouvoir enfourner combien de fois ou une seule fois? Là, ce qui se passe, c'est que j'enfourne... la façon dont je travaille actuellement, j'enfourne en une seule fois toute ma quantité de pain. Après, en fonction des techniques et des quantités de pain qu'il y a à faire, vous pouvez enfourner d'un côté et enfourner au fur et à mesure pour positionner les pains et éventuellement... mais avec celui-là, on ne l'a pas encore fait, mais pour enchaîner 2 fournées, on enlève tous les pains et on remet du bois pour refaire monter en température, puisqu'en fin de cuisson de pain, on est à 190 degrés. Et donc le four, même fermé, ne remontera pas suffisamment pour atteindre les 270, puisque le pain est un aliment qui se cuit à ce qu'on appelle la chaleur descendante. C'est pour ça qu'on fait un très gros feu au départ. Et c'est pour ça qu'on a des briques réfractaires avec une énorme masse autour pour que la température du four redescende tout doucement. Et en gros, on passe de 270 à 190 le temps de la cuisson du pain. Et pour faire une deuxième fournée derrière, il faut réchauffer. Bien, vous racontez très bien. Il sera bon qu'on vienne vous voir. Et puis, je pense que les gens, vous mettrez sur le site. Quand est-ce que vous allez faire une représentation, entre guillemets? Le 28 juin. Le 28 juin, je crois, c'est ça, hein, pour la journée du petit patrimoine. Voilà, on organise une journée sur le thème du bois à la charpente, avec débitage de bois à la hache, sortie de la forêt avec des chevaux, transport avec des charrettes, taille ici avec des daulois, avec des outils anciens. Et ce jour-là, donc, on va proposer du pain et des fouets si les personnes veulent manger ici sur place. Donc c'est le 28 juin, c'est un samedi à l'occasion du week-end du patrimoine de pays. Très bien. Alors, je voudrais aussi dire que François Cailleul est le propriétaire d'un moulin qui s'appelle Millaguet, c'est ça? Le moulin du Millaguet, juste à la sortie de Pranzac en allant sur La Rochefoucauld.
Et que vous avez fait une formation pour devenir boulanger bénévole ici au Secret de Pranzac. Ouais, enfin, voilà, je me suis formé avec différents boulangers qui ont bien voulu m'expliquer un petit peu le métier. Et je me suis formé sur le tas. C'était un apprentissage d'envie, par envie plutôt, et un peu passion de la matière, la découverte de cet élément. Merci beaucoup pour votre témoignage, François Cailleul, et on reviendra vous voir parce que vous parlez merveilleusement du pain, du four, du feu, de la température qui s'abaisse et ce vivant que vous faites chauffer pour notre plus grand plaisir, vous faites cuire pour notre plus grand plaisir. Donc on fait vivre pour la vie et pour les gens. Voilà. Merci beaucoup à vous. Jean-Luc, on termine cette émission ici dans cette boulangerie. Toujours les projets, c'est bien sûr de l'animation, c'est aussi la construction encore, vous en parliez, de la tour. Et puis, vous avez quand même aussi quelques partenaires sans doute qui vous aident ou qui viennent travailler. Tout à l'heure, vous parliez d'un groupe de jeunes qui sont venus, etc., etc. D'autres associations. Ça veut dire que vous n'êtes pas tout seul avec les secrets de Pranzac qui ne sont pas si secrets que ça. Tout à fait. Alors, on a des partenaires financiers, on a des partenariats avec des entreprises qui nous fournissent des matériaux, des échafaudages. On travaille avec l'association Arcade, qui est une nouvelle association comme Rempart, et qui propose à des jeunes de venir donc découvrir du patrimoine et nous aider à le restaurer. Le tailleur de pierre que vous avez rencontré. Et si les personnes sont intéressées pour venir découvrir le site, acheter du pain, tout l'été, on fait des sons et lumières, ce qu'on appelle les nocturnes. Et au mois d'août, dernier week-end d'août, enfin c'est 23-24 août, on organise un week-end de promotion de l'artisanat d'art avec 40 artisans. Là aussi, François fera du pain et des fouets. Et on a des camps médiévals et des animations pour les enfants sur la thématique des outils anciens et des gestes d'antan. Voilà, économie circulaire, gestes d'antan, retrouver voilà, les techniques, c'est un petit peu notre cheval de bataille, un peu dans l'esprit de Guédelon. Bien, écoutez, merci de votre accueil à tous. On reviendra vous voir, hein, on vient vous voir régulièrement. Quelque chose à rajouter, François, je l'entends, qui dit... Je disais qu'on essaye de faire tout ça dans la joie et dans la bonne humeur. Ça, c'est très important. Merci beaucoup, merci encore de votre accueil. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.